Bonjour les graphes et bienvenue à cette nouvelle vidéo. On va faire le point un petit peu sur les marchés. Bien entendu, c'est une semaine qui est triste, hein. Euh, Évidemment, c'est plus qu'une question de temps, je serais tenté de dire, pour la fin de la partie militaire. Ce qui me fait un petit peu plus peur maintenant, c'est évidemment la guérilla et les civils. On peut imaginer un blocus alimentaire éventuellement pour essayer de pousser les gens à se rendre sans raser les villes, ou le contraire, on ne sait absolument pas. C'est ça qui est le plus triste finalement. Donc au-delà de cela, les sanctions, bien entendu, qui forcent un petit peu Poutine, pas à arrêter, bien entendu, puisque avant que ça ait un vrai impact sur le marché, outre la bourse, outre l'obligataire, etc., il faut du temps. Et donc, Poutine sait très bien qu'il a un laps de temps, évidemment, pour garder les cartes en main. Donc c'est pour ça qu'à un moment donné ou à un autre, il faudra qu'il ne traîne pas trop, mais de toute manière, je ne me fais pas trop d'illusions. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre? Il ne faut pas oublier les sanctions du marché. Ce matin, on a joué un petit peu à se faire peur avec un tir de missile sur une centrale nucléaire. Euh, le but, évidemment, à mon avis, c'est pas non plus de raser la carte. La problématique, évidemment, c'est que si on a une centrale nucléaire qui pète, évidemment, ça ne va pas aider à convaincre les différentes populations à se remettre vers le nucléaire. On vient à peine éventuellement d'avoir ce changement de fusil d'épaule. L'idée, bien entendu, c'est pas de dire qu'on a tiré un missile pour cette raison. Il y a des erreurs aussi qui peuvent être faites. Et puis après, évidemment, ça a été rapidement démenti que c'était éventuellement un bâtiment administratif. Bref, c'est la guerre. Euh, il y a de la désinformation partout. Ce que l'on voit, c'est qu'on a l'opposition qui a essayé de répondre en Russie. Tout de suite, la Russie, maintenant, toute désinformation, évidemment, euh, selon le Kremlin, toute désinformation, toute fake news définie par le Kremlin, c'est jusqu'à 15 ans d'emprisonnement. Donc au moins, comme ça, c'est réglé. En Europe, on fait également, on sort pas mal de médias russes également. Donc voilà, on est vraiment dans de la guerre froide, on y est. Je pense que le plus triste, et c'était le but de ma vidéo lundi, même s'il y a beaucoup qui ont encore fait beaucoup de raccourcis et qui n'ont pas nécessairement écouté tout ce que j'ai pu dire par ailleurs dans différentes vidéos, mais l'idée pour moi, c'est évidemment qu'on perd tous, hein, tous dans le sens européen du terme. Et pour moi, le peuple, on perd tous. L'Europe sans la Russie n'est pas forte et l'inverse est vrai également. Alors la Russie va se tourner vers la Chine. Mais concrètement, on sait très bien que la Chine aujourd'hui va jouer un double jeu parce qu'elle a encore de nombreuses années à avoir encore besoin de l'Occident. Donc elle ne peut pas se permettre de prendre des positions trop strictes puisqu'elle ne peut pas, elle, se permettre de s'isoler. Donc évidemment, on est toujours dans ce facteur d'incertitude, c'est-à-dire que même si, on va dire, la guerre d'un point de vue conventionnel, militaire, ne fait pas trop de doute, ce que l'on redoute évidemment, c'est un massacre au niveau des guérillas urbaines, de ce qui va rester. Une fois que les troupes russes auront encerclé, qu'on ne pourra plus livrer des armes, et qu'on ne pourra plus aider quelque part les Ukrainiens de cette façon-là, ils seront bien seuls. De toute façon, ils étaient seuls depuis le début. Euh, c'est triste, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Tout ce qu'on peut faire de notre côté, c'est aider comme on peut, en faisant des dons, en envoyant des vivres, bien entendu, des médicaments, participant voilà, à l'aide aux civils, aux réfugiés. C'est l'essentiel, accueillir des réfugiés également. C'est ça pour moi qui est le plus important et qui est la seule chose que nous avons en notre contrôle. Donc c'est une période bien triste de l'histoire. Ça nous rappelle également que la paix n'est pas garantie. La paix, ce n'est pas quelque chose voilà, qu'on peut considérer comme acquis. Donc on a eu plusieurs discussions.
On voit que l'Europe veut éventuellement se mettre en place une défense européenne, elle veut une indépendance énergétique, elle veut une indépendance alimentaire, mais entre les mots et les actes, évidemment, il faudra que ce soit suivi d'actes et qu'on arrête de faire uniquement beaucoup de mots comme on a l'habitude de le faire en Europe et que cette fois-ci, une bonne fois pour toutes, on fasse réellement des actes à long terme. Mais évidemment, on a beau décréter une indépendance énergétique et alimentaire, ça ne se fait pas du jour au lendemain, ça ne se fait pas sans financement et surtout, entre-temps, ça ne se fait pas sans rester pieds et poings liés à devoir accepter quelque part tout ce qui nous sera proposé, parce qu'en attendant d'être indépendant, eh ben, on est dépendant. Donc c'est bien la problématique, bien entendu, et à ce stade-là, c'est bien le risque, évidemment, d'une continuité de l'escalade. À partir du moment, je pense, où Poutine, de toute manière, aura analyser que pour lui, voilà, d'un point de vue militaire, c'est gagné, on fera un cessez-le-feu, c'est ce qui peut permettre éventuellement au marché, à un moment donné, de remonter d'une manière volatile au prorata, bien entendu, mais il ne faudra pas omettre que ce conflit va avoir des répercussions, à mon avis, hein, à beaucoup plus moyen terme, puisqu'il ne faut pas omettre que ça va avoir un impact sur le moral des entreprises, des investisseurs, des consommateurs. Ça va avoir un énorme impact sur tous les pays de l'Europe de l'Est qui, aujourd'hui, se sentent évidemment en première ligne. Ils vont se sentir en première ligne avec la question jusqu'où Poutine voudra aller plus tard, puisqu'évidemment, et quelque part, ce qui fait le plus peur, c'est qu'il a écrit exactement jusqu'où il voulait aller. Et on voit que, évidemment, après, on peut toujours justifier, et d'autres nations l'ont fait avant, bien entendu, on peut toujours justifier un conflit quand on a vraiment envie d'y aller. Mais voilà, c'est pour moi cette idée-là où on est vraiment dans l'incertitude. Et comme on le sait, le marché, quand il y a de l'incertitude, eh ben, il balargue. Donc il va falloir le réfléchir en plusieurs étapes. Il y a la réflexion de dire, il y a la guerre, physiquement, conventionnellement, puis il y aura à un moment donné un cessez-le-feu qu'on espère le plus rapidement possible, en évitant évidemment que ça passe par mater la guérilla urbaine, ce qui voudra dire également mater l'opposition, puisqu'il ne faut pas omettre également que si on signe un cessez-le-feu au moment où des villes ne sont pas encore prises par Poutine et donc il reste un certain nombre d'opposants, c'est une opposition qu'il faudra de toute manière mater d'une manière ou d'une autre. Et éventuellement, évidemment, je ne veux pas qu'on en arrive là, mais je pense qu'il faut éviter d'être naïf aussi. On sait très bien que parfois, on préfère que les opposants meurent au combat, plutôt que de signer un cessez-le-feu trop tôt, entre guillemets, et de se retrouver derrière avec toujours une opposition quand on essaye de contrôler le pays. Une fois qu'on a dit ça, la deuxième étape, une fois qu'on a le cessez-le-feu, qu'on se réunit autour de la table et qu'on définit comment on va partager l'Ukraine, avec une partie qui sera annexée certainement, une partie démilitarisée, avec un nouveau président, un nouveau gouvernement qui sera évidemment à la solde du Kremlin. L'idée derrière, c'est évidemment les risques et l'incertitude auxquels le marché pense, c'est tout de suite l'impact sur la consommation, l'impact éventuellement des mesures de rétorsion de la Russie, qui peut elle aussi faire des sanctions évidemment pour baisser le robinet énergétique, des sanctions pour baisser l'exportation également de matières premières agricoles, d'autant plus qu'ils mettent la main également et qu'ils mettront la main également sur le grenier du monde. Et également donc sur les engrais. J'avais fait une vidéo il y a plusieurs mois en disant il ne faut pas omettre qu'avec l'augmentation des prix des hydrocarbures, ça pousse également une augmentation des prix des engrais. Et donc on arrive bien entendu en pleine saison. Donc il faut vraiment faire attention à tout cela. Il y a beaucoup d'incertitudes globalement et on comprend bien qu'au-delà de ce conflit, les relations mettront beaucoup de temps à se réchauffer et même au-delà de ça, ça a créé un traumatisme, ça a créé une fracture qui va faire qu'on va avoir beaucoup
on va beaucoup plus hésiter à faire du business, notamment en Europe de l'Est. Il va y avoir énormément d'entreprises qui vont être impactées, non seulement par les différentes mesures qui ont été prises pour arrêter les business avec la Russie, mais également tout simplement parce qu'on ne va pas vouloir prendre autant de risques à investir, à faire de l'investissement étranger dans des pays qui sont au contact de nouveau, sans savoir si demain, éventuellement, on trouve une justification à nouveau X ou Y pour pouvoir envahir les pays baltes ou que sais-je. Donc c'est là aussi pour moi où est le drame, et c'est dans l'idée voilà, où on perd. On perd tout. Et on le voit, il suffit de regarder de toute manière l'euro-dollar, il y a une fuite des capitaux, non seulement de la Russie, on l'a vu, mais il y a surtout donc une fuite des capitaux, on le voit, des pays de l'Europe de l'Est qui ont énormément souffert aussi, et plus généralement de l'Europe. Et donc là où on pouvait penser que cette année, éventuellement, on pouvait avoir un renouveau des valeurs européennes et de leur surperformance par rapport aux valeurs américaines, il n'en est rien, tout ça est terminé. Directement, on revient chercher du refuge sur le franc suisse, on revient chercher du refuge sur le yen, sur le dollar, sur les taux à 10 ans, même s'ils rapportent rien, et ils rapportent moins que rien, parce qu'en taux réel, vous êtes en négatif, mais on y vient quand même, et on retournera évidemment et on retourne surtout sur des valeurs américaines. Donc dans cette disposition-là, évidemment, c'est l'impact à plus moyen terme sur la croissance, on l'avait dit. Le risque, en effet, qui est pour 2022, c'est que non seulement on arrive à ce pic d'inflation, mais qu'on ait également des craintes sur une croissance moins importante. Et donc avec le gros mot qui ressort de la stagflation. Avec le conflit, tout ça est en fait renforcé. C'est ce que je dis souvent, j'ai souvent cette impression que en fait, les grandes tendances se mettent en branle et qu'ensuite on a un événement X qui va venir tout accélérer. C'est le cas du Covid qui n'a pas créé des choses mais qui a accéléré des choses. C'est le cas également pour ce conflit, je pense, qui accélère les choses. On accélère l'explosion des matières premières, on accélère donc du coup l'explosion de l'inflation, et cette idée selon laquelle on se disait on est dans une inflation qui est forte, mais on est dans une inflation qui arrive à un pic, et donc d'ici la fin de l'année, on devrait avoir des stats qui démontrent en effet qu'on a l'inflation de pic qui baisse, et on devrait, je parle aux US, au-delà au niveau des pics d'être à 7%, et puis redescendre derrière sur une inflation certes élevée, mais qui tournerait autour des 3 ou 4%. Et donc, on va dire, avec les banques centrales qui remontent suffisamment les taux alors que l'économie est forte. Et donc, il y a cette capacité avec l'économie d'encaisser. Et là, on rebat les cartes, plus en Europe qu'aux États-Unis, bien entendu, puisque l'impact est moindre, mais tout de même, on rebat les cartes, puisque ce qu'on se dit, donc, c'est que cette inflation transitoire, elle est toujours transitoire pour une grosse partie de son aspect, mais le conflit la repousse encore plus, comme si on avait pris une nouvelle vague encore de Covid, et donc on ne fait que repousser. La problématique de repousser toujours la transition à plus loin, c'est que à force, évidemment, ça impacte les demandes du consommateur qui voit son pouvoir d'achat baisser, qui voit son surplus d'épargne baisser, de demander des augmentations de salaire. Et à partir du moment où plus l'inflation transitoire dure, eh ben on arrive sur une inflation qui est durable, une inflation de second tour, parce qu'elle a été trop longue et elle va commencer à impacter donc les salaires. C'est plus vrai aux US qu'en Europe, mais ça va encore plus arriver bien entendu en Europe. Donc c'est pour ça que je faisais une vidéo pour dire on perd tous là-dedans. Donc évidemment, les craintes, c'est des craintes donc, de croissance, c'est des craintes du coup sur le fait qu'on a beaucoup d'entreprises qui avaient été impactées et qui sont toujours impactées par la hausse des matières premières, mais qui avaient eu la capacité de passer jusqu'à présent la hausse de ces prix des matières premières et donc de leurs coûts au client final. Le client final qui s'était refinancé à pas cher, qui avait mis pas mal d'épargne de côté pour le consommateur également pendant le Covid, avait accepté à ce stade-là que toutes les entreprises avaient un pricing power, et donc il acceptait, en continuant de consommer, de payer des prix plus élevés. Mais là, on arrive à la fin de ce système-là, et on a toujours des prix donc de plus en plus élevés. Et on s'est enfin rendu compte également que l'inflation des matières premières, le pétrole en tête, le gaz en tête, évidemment, eh ben à un moment donné ou à un autre, ça vous crée une récession, ça vous crée un impact trop important sur le consommateur. Donc on est en plein là-dedans.
c'est-à-dire de l'incertitude, du risque de voir la croissance très impactée et de rester dans une inflation, certes toujours transitoire, mais le conflit va la faire durer encore plus. Et donc on comprend bien un petit peu l'asphyxie. Et on comprend bien qu'aujourd'hui, être président d'une banque centrale, européenne ou américaine, c'est pas le job le plus facile du monde. Parce qu'aujourd'hui, jusqu'à présent, on se disait oui, on va remonter les taux d'intérêt et l'économie va être capable de les tenir. Et on voit les dernières stats de l'emploi. L'économie américaine est à fond les ballons, elle crée énormément d'emplois. Et donc, ça validait quelque part le fait que pour le mois de mars, on était prêt éventuellement à monter les taux au niveau de la Fed à 0,5%. Avec le conflit, éventuellement, tout ce qu'on va faire, c'est qu'on va se dire, il faut quand même monter les taux, on n'a pas le choix, il faut absolument monter les taux, au risque que dans 6 mois, 9 mois, on se retrouve avec, en plus de l'impact des différents conflits, des différents embargos, sanctions, tout ce qu'on peut dire, dans l'escalade que l'on pourrait vivre d'un point de vue économique, c'est d'avoir ce surplus en plus d'augmentation des taux qui vient rajouter de l'huile sur le feu. Donc les banques centrales se retrouvent, on l'avait dit, à pas avoir, déjà elles n'avaient pas une grosse marge de manœuvre, elles ont une marge de manœuvre encore plus fine. Alors, c'est pas parce qu'on se dit que les taux vont potentiellement moins monter qu'il faut pour autant sauter de joie. On en avait parlé quand on avait regardé les obligations notamment. Je vous avais dit, attention, si les obligations se détendent, il faudra faire attention de ne pas croire que ça y est, youpla, olé, il n'y a plus d'inflation et on va s'en sortir et vas-y, all-in sur des valeurs de croissance à nouveau. Ce qu'il faut bien se dire, c'est que des fois, on va revenir, détendre les taux et revenir à l'achat obligataire parce qu'on a peur. Et une des peurs, c'est on a peur de la récession, on a peur de la baisse de la croissance, de la récession. Et donc à ce moment-là, c'est pas un signe qu'il faut interpréter comme positif. Et on est absolument dans ce cas de figure. Donc oui, éventuellement, quand on va connaître un cessez-le-feu, une espèce de désescalade dans la détente militaire, on va dire, où on met un ouf de soulagement en se disant on a sacrifié l'Ukraine, mais le reste est sauf, un petit peu en mode traité de Munich, on va se dire que le marché poussera également un ouf de soulagement. Mais ce qu'il faut se dire là, c'est essayer de penser à plus moyen terme les impacts sur les profits des entreprises, sur les marges des entreprises qui ne vont plus pouvoir, pour celles qui avaient jusqu'à présent un faux pricing power parce que le consommateur était plein d'épargne, elles vont perdre ce faux pricing power sur la prochaine étape. Donc évidemment, le but là, c'est pas de se dire c'est la fin du monde, c'est de se dire qu'il faut absolument actuellement plus être défensif, gérer son risque. Comme on avait dit, c'est un marché de traders, c'est un marché où on fait des allers-retours, où on prend ce qu'il y a à prendre, plutôt que de jouer au héros, tout simplement. Une fois qu'on a dit ça, évidemment, il y a beaucoup de choses que je ne dis pas ou que je n'ai pas dit ce coup-ci, etc. Voilà, n'en tenez pas forcément rigueur. Ma pensée ou ma vision est plus complète, mais sur ces vidéos-là, surtout en fin de semaine, il y a forcément des choses que j'oublie, des choses que j'omets, mais voilà, ça fait partie de tout un tas de choses que j'écris également au quotidien, quand j'écris un certain nombre de chroniques, notamment le midi, sur le site grafceaubourse.fr, et puis tout un tas d'autres éléments également que je partage au sein de l'académie, et notamment à tête reposée le week-end. Donc au niveau du CAC 40, si on regarde un petit peu où on est sur le CAC 40, il n'y a rien de bien neuf, si ce n'est que le conflit en Ukraine, en fait, nous a fait revenir sur les sommets qu'on avait connus avant le Covid, en ligne droite. On savait qu'il y avait cette possibilité-là, mais on ne savait pas comment on allait y aller, si on allait y aller en zigzag, en mode on met 6 mois à le faire, un petit peu quand on avait fait de la conso pendant 6 mois en 2017, pour celles et ceux qui se souviennent, ou si on va y aller en mode un coup et on joue à se faire peur. Mais en l'occurrence, on a choisi, on y va en un coup et on joue à se faire peur. La problématique que je vois cette semaine, alors la clôture va se faire dans à peu près 5 minutes et des poussières, c'est qu'on est revenu donc sur ce niveau haut, alors c'est une zone, 6080, 6110, donc on est revenu sur ce niveau de 2020. Évidemment, ça serait pas mal qu'on réagisse sur ce niveau-là, mais rien n'est moins sûr, parce que évidemment, pas grand monde a voulu prendre de risques à acheter avant le week-end, donc on n'a pas vraiment de mèche basse, c'est pas une séance qu'on peut interpréter comme une séance de capitulation, donc il va falloir attendre lundi.
Et typiquement, évidemment, le risque, c'est qu'on ne s'arrête pas là. Et le prochain niveau, on le voit, comme on était monté en mode ligne droite, sans vraiment construire, la problématique, c'est que quand on descend, on n'a pas vraiment des supports super solides. Les supports qu'on avait de solides, on les a déjà pétés. Et donc maintenant, on rentre dans une zone, vous voyez, en gros, entre 5006 et ces 6100 points, c'est une zone où certes il y a beaucoup de supports intermédiaires, mais ce n'est pas des supports super costauds. Donc on ne sait pas, il faut penser qu'à un moment donné le marché va vouloir capituler et puis après jouer en mode ok, on essaye de penser qu'il va y avoir un cessez-le-feu et puis qu'on va calmer l'escalade, etc. Mais il ne faudra pas omettre, il ne faudra pas penser que le jour où il y a un cessez-le-feu, le jour où il y a un traité, le jour où il y a la désescalade, le jour où il y a Poutine qui promet je jure que je ne ferai pas autre chose et que je me retire et que voilà, j'ai eu ce que je voulais et on va se détendre un petit peu, il ne faudra pas croire que ça y est, on va remonter en ligne droite. Alors certes, il y aura certainement un bon prorata, mais il ne faudra pas croire qu'on va remonter en ligne droite en mode on retourne la tendance à la hausse du jour au lendemain. Non, il y a tous les aspects que je vous ai dit qui vont nous impacter à moyen terme sur le moral du consommateur, le moral de l'investisseur, les investissements étrangers, les pays de l'Est, de l'Europe de l'Est, qui étaient la locomotive de croissance pour l'Europe, parce que sans ces pays-là, alors, si on sort du cadre Covid, bien entendu, mais vous tournez à une croissance molle. Donc, voilà, il y a tous ces éléments-là. Donc, on ressort la stagflation, plus pour l'Europe d'ailleurs que pour les US. Et évidemment, la stagflation, c'est un gros mot parce que dans un monde inflationniste, mais où il y a encore de la croissance, on peut jouer des valeurs value. Dans un monde où c'est la stagflation, c'est-à-dire vous avez de l'inflation, mais votre croissance se tire la gueule, il n'y a plus grand-chose pour vous. Vous avez que les minières qui peuvent éventuellement vous donner de la performance. Et globalement, c'est ce que le marché joue aujourd'hui, il n'y a globalement que les minières qui tirent leur épingle du jeu. Donc, voilà où on en est, on est 17h30, on va certainement clôturer au plus bas, donc c'est pas Jojo évidemment. Donc les prochains niveaux au niveau du CAC 40, pour moi, c'est cette zone des 5900 points. Donc après, à un moment donné, le moment où on se dit on peut peut-être commencer à pousser un petit ouf de soulagement et essayer de jouer le prorata en mode rebond technique, c'est le moment où on va faire une mèche, donc il nous faut une capitulation. Cette capitulation, on l'a pas aujourd'hui, à moins que ce week-end il y ait le cessez-le-feu et une détente, etc. Mais j'y crois pas aujourd'hui parce que concrètement, Poutine est proche du but. Il n'est pas non plus acculé. Et certes, oui, les sanctions, voilà, sont très impactantes et il sait très bien qu'il ne peut pas se permettre de faire durer la guerre, bien entendu. Mais on n'est pas à 2 semaines près, quoi. Donc c'est ça qui est important de comprendre. Après, voilà, pour moi, le plus important aujourd'hui, c'est pas l'aspect militaire, c'est l'aspect civil, avec cette grosse crainte que j'ai avec tous ces opposants qui sont aujourd'hui, qui vont être enfermés dans des villes avec des blocus. Et le mieux, évidemment, ça serait blocus alimentaire pour qu'on se rende et qu'on ait le moins de morts possible, bien entendu. Ça, c'est la pensée humanitaire. Mais ça fait, comme je vous l'ai dit, beaucoup d'opposants derrière à devoir gérer. Et comment seront-ils gérés? Voilà, ça c'est la grosse question et c'est la grosse crainte, évidemment, d'un point de vue humain. On regarde le 7-10 ans rapidement, donc c'est juste pour vous montrer que vous voyez que vous avez une détente au niveau des obligations, donc le prix des obligations monte, donc les taux baissent, mais évidemment, il ne faut pas le voir comme un bon signe, c'est un signe de peur. Donc c'est ça aussi qu'on s'était dit il y a déjà plusieurs semaines, quand on était ici, mais à l'époque c'était le Covid, et finalement le Covid c'était pas si mal. Au niveau du Brent, hausse exponentielle depuis qu'on a pété de toute façon les $80, 80-90$. On vient chercher là, alors on ne le voit pas sur le graphique, il faut regarder les graphiques en ce moment plutôt en hebdomadaire ou en mensuel. Donc on revient sur les plus hauts de 2014, 2013-2014 sur la zone des $120. Là aussi il faut faire attention, c'est-à-dire tout le monde évidemment là dans le consensus se dit matière première à donf. Il faut faire attention, évidemment, le marché price, évidemment le pire. Il faudrait encore des escalades supplémentaires? Qu'est-ce qui peut réellement escalader de plus aujourd'hui? Je ne vois pas grand-chose. Je vois plus éventuellement le risque d'avoir à un moment donné une consolidation au prorata.
avec toujours beaucoup de volatilité, sans remettre en cause la tendance haussière, bien entendu, sur une quelconque désescalade où le marché pousse un ouf de soulagement. Donc voilà, il faut faire aussi attention par rapport à ça, de pouvoir accepter à un moment donné, de vous dire, si vous n'avez pas joué les valeurs pétrolières, les trucs, les machins, maintenant, ouais, on peut continuer à jouer des suivis de tendance, etc. Mais il faut se dire que on va subir de la volatilité aussi, donc il ne faut pas dire que ça va monter ad vitam aeternam. Actuellement, la tendance est haussière, point barre, bien entendu. Mais voilà, on commence à buter un petit peu sur des niveaux de résistance. Ce qui m'intéresse également, c'est de regarder le cuivre. Alors ce qui est très intéressant sur le cuivre, par exemple, c'est que vous voyez, on est en train de casser la résistance, donc de relancer la tendance haussière. D'habitude, quand on regarde le cuivre et que le cuivre est dans une tendance haussière, on se dit, chouette, c'est comme la Chine est le principal utilisateur de cuivre, ça veut dire que la croissance va très bien au niveau de la Chine. Là également, il faut changer, c'est comme sur le 10 ans américain, il faut changer un petit peu son disque et se dire, c'est pas l'économie chinoise qui va bien, même si elle va bien à ce stade-là, mais elle va continuer à décroître, elle va continuer à croître, mais d'une manière moins importante. Et donc ce qu'il faut se dire également, c'est qu'on joue la hausse de toutes les matières premières, on joue l'indépendance, voilà, de se dire des hydrocarbures, donc revenir au-delà de l'armement, revenir également sur toutes les valeurs vertes, mais tout ça évidemment c'est consommateur non pas d'hydrocarbures, mais d'autres ressources qui sont naturelles et limitées, comme l'uranium, le cuivre et toutes ces choses-là, le cobalt et j'en passe évidemment, le platinium, le titane pour Airbus, c'est également aujourd'hui des ressources qui sont très importantes et vous allez retrouver essentiellement la Russie en tête de gondole parmi les producteurs, de la même manière pour les engrais, etc. Donc voilà, il ne faut pas omettre tous ces aspects-là, et c'est ça que le marché price. Il y a beaucoup de personnes également qui disent c'est comme le Covid. Non, ce n'est pas comme le Covid. Ici, ce que le marché est en train de pricer, c'est d'une part le conflit, mais surtout l'impact économique. Mais contrairement au Covid, on est sur quelque chose qui certes impacte le monde, parce que le monde reste globalisé, mais d'une manière restreinte. On va impacter beaucoup plus, évidemment, l'Europe, mais on n'est pas comme le Covid dans un arrêt total de l'économie. Donc, pour moi, si je dois me détacher du bruit complet et de tout ce qui se passe dans le monde, et je coupe la télé, je coupe la radio, je coupe Internet, et je regarde que mes graphiques, aujourd'hui, le CAC 40 se prend une branlée, oui, mais quelque part, c'est un retracement au prorata de la hausse que nous avons connue sur 2020 et 2021, qui ne remet pas en cause la tendance haussière de fond. C'est ça qui est très important. On ne fait à ce stade qu'un retracement. Certes, il est violent, mais il faut voir d'où on vient et comprendre donc que ça reste du retracement à ce stade-là. Donc c'est pour moi, voilà, là aussi très important de bien se dire, en effet, le monde tel qu'on le voit aujourd'hui fait peur. Mais graphiquement parlant, d'un point de vue boursier, ça sera certainement ironique, sarcastique pour certains, mais on va se rendre compte que les marchés boursiers ont peur, mais quand on regardera peut-être les marchés dans quelques semaines, on verra qu'ils sont capables de se rétablir beaucoup plus vite que la situation elle-même sur le terrain se rétablit. Pourquoi? Parce que les marchés seront dans une anticipation. Et parce que quoi qu'on en dise, malgré la peur de la stagflation, etc., voilà, ce sont des éléments également que l'on va jouer, mais c'est des sous-cycles par rapport aux plus grands cycles que l'on peut jouer. Je ne rentre pas dans les détails essentiellement là-dessus, sinon ça va être trop long, c'est déjà trop long, mais voilà un petit peu pour l'idée. Donc du coup, vous avez le platinium également qui est en retournement, mais c'est encore un petit peu timide. Matières premières, blé, sucre, etc. Alors surtout le blé, le maïs, évidemment, tout ça c'est en explosion stratosphérique. Alors après, il faut également regarder un petit peu sur le long terme, c'est-à-dire, histoire de se rassurer un petit peu, et se dire, bon, on revient sur des niveaux qu'on a déjà connus pendant la crise des subprimes à ce stade-là. Mais comme je le dis souvent, la problématique en bourse et dans l'économie, c'est pas réellement les prix ou l'inflation, etc. C'est la vitesse à laquelle les choses changent. Je pars du principe que les opérateurs sont capables de s'adapter à tout, à partir du moment où les choses se font de manière ordonnée, séquentielle.
ce qui crée la volatilité, ce qui crée le désordre, l'incertitude, la panique et les crises, c'est quand les choses se mettent à bouger trop rapidement et on n'a pas le temps de s'adapter. Et c'est ça qui crée les déséquilibres. Évidemment, avec 7% d'inflation aux US, l'or n'avait absolument rien fait. Par contre, avec le conflit et donc la crainte sur la croissance, ça y est, l'or est donc parti. Alors, avant de dire qu'il est parti, il faudra, on le voit, libérer la zone des 1980, de 2000 $, 2020 $, etc. pour éventuellement partir un peu plus en exponentiel. Le silver également est en train de casser, et là, même chose, évidemment. Ce à quoi il faut s'attendre, alors on ne sait pas, c'est qu'à un moment donné ou à un autre, vous allez avoir une consolidation au prorata, qui viendra très certainement d'une désescalade du conflit. Mais pour autant, il ne faudra pas changer son fusil d'épaule, il faudra garder l'idée qu'on a quand même des retournements de tendance qui sont en train de se faire, et que même si vous avez une consolidation qui revient sur les niveaux de cassure, à moyen terme, on reste sur ces retournements. C'est-à-dire qu'il y aura une consolidation peut-être sur ces éléments-là en se disant « ouf, l'aspect militaire entre guillemets est terminé, on va se calmer ». Mais derrière, la vraie tendance peut continuer évidemment parce que le marché se mettra à jouer la stagflation et les impacts qui ne vont pas partir du jour au lendemain. Il ne faut pas croire qu'une fois que la guerre est terminée, on est reparti comme avant. Je pense que ça va laisser énormément de traces. Et c'est ça que je trouve le plus dommage dans ce conflit. L'euro-dollar, je ne vous fais pas un dessin, on avait le biseau descendant, il ne faut jamais omettre qu'un biseau descendant peut être cassé par le bas, et quand il casse par le bas, sell-off. On l'avait eu ici, on avait eu ce biseau-là à l'époque, cassure par le bas, nouvelle cassure par le bas. Donc là, évidemment, autant vous dire que le dollar fait refuge, bien entendu. Jusqu'où on peut aller? Alors ici, on a un petit support sur lequel on est en train d'arriver. Mais après, vous avez le support long terme. Si vous regardez la figure en mensuel, vous le voyez, finalement, depuis 2015, on fait beaucoup de zigzags, mais à l'intérieur d'une figure en triangle symétrique, dont le support oblique semble la target. Alors évidemment, en ce moment, même si vous prenez une benne sur les marchés américains, si jamais vous n'avez pas essentiellement des minières ou des valeurs pétrole-gaz, finalement la baisse de l'euro vous aide un petit peu quelque part à garder la tête hors de l'eau. Voilà un petit peu le tour que je voulais faire, et avec tout ça, du coup, j'ai dû oublier le Nasdaq, et pour moi, alors ça c'est le Nasdaq Composite, on va rester sur le Nasdaq 100, et donc pour moi, voilà, on avait fait la capitulation ici, une première en tout cas, la réaction, et on a buté directement sur la résistance des 4300 points avec la moyenne mobile de 100. Là, on n'a pas réussi à tenir le petit support, donc en dessous des 14 000, 13 900, pour moi on repasse en mode dégradation. Le risque c'est de revenir tester, je dirais, la moitié de ce chandelier-là. Évidemment, potentiellement, on reviendra tout tester, je ne l'ai pas, mais ce qui m'intéressera en premier lieu, c'est éventuellement ce retour sur la zone des 13 400, 13 500. Et là, si on arrive à tenir en support, on aura peut-être une congestion. On est dans un marché qui est extrêmement compliqué parce que ça reste un marché où, pour moi, la majorité des investisseurs doivent tout simplement être spectateurs ou se concentrer sur des valeurs haussières qui sont essentiellement des valeurs pétrole, des valeurs gaz naturel et des minières, or, argent et compagnie. Il y a également l'armement, et il y a également, on le voit, quand on a parlé d'indépendance énergétique, on a vu ce retour sur les valeurs vertes. Il ne faut pas omettre qu'on reste très endetté après le Covid, que tout cela, ces beaux discours d'indépendance vont mettre des années, bien entendu, qu'en France, on a la chance d'avoir des centrales nucléaires, que l'on va en construire d'autres, mais avant qu'elles soient en service, on a nos vieilles qui vont devoir s'éteindre au fur et à mesure. Donc là aussi, il y a des alternatives à chercher. Bref, il y a une grosse complexité, c'est-à-dire qu'avant d'être indépendant, il y a quand même toujours une grosse dépendance et qui ne va pas s'améliorer dans les années à venir, tout ça parce qu'évidemment, on n'a pas su faire des choix de long terme bien en amont, alors que les pays aujourd'hui qui utilisent ça contre nous, eux, ont su avoir une vision un peu plus long terme. On verra. Je pense que ça desservira à tout le monde, mais ça évidemment, voilà, c'est mon avis. Donc voilà un petit peu où on en est sur tous ces éléments-là.
Euh, on peut regarder quelques actions, mais évidemment, c'est juste pour vous dire que pour moi, quand on regarde les grosses pondérations comme Apple et compagnie, voilà, vous voyez Apple, il y a eu une grosse réaction en effet qui a permis de faire un gros rebond, mais on bute à nouveau sur des niveaux de résistance. Donc on est dans une espèce de figure ici en biseau, mais en gros ça va être, on va revenir chercher ici par exemple les 158 et les brouettes, on va rebondir, on va lâcher, bref, il y a une congestion à faire. Je veux dire, tant que vous ne réussissez pas à casser ça par le haut, il n'y a pas vraiment de renouveau de tendance. Donc on va rester dans un marché qui va rester très 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 volatile au gré des annonces, au gré de on se détend ou on se détend beaucoup moins. Voilà, il y a beaucoup trop d'incertitudes aujourd'hui. On a des valeurs comme ArcelorMittal, etc., où là aussi vous retrouvez beaucoup de volatilité, mais voilà, dans les deux sens. Donc on continue là de graviter entre les 25 et les 30 euros. Mais voilà, on sent bien aujourd'hui qu'on est on est en mode trading. Évidemment que cette baisse et ces attaques font éventuellement naître des opportunités, mais il faut faire très attention. Ce qui est pas cher peut devenir encore moins cher, et potentiellement, à un moment donné, vous vous retrouvez avec plus assez d'argent pour pouvoir renforcer, moyenner à la baisse, et c'est là où ça commence à vous coûter, et potentiellement, vous finirez par avoir raison, ça se détendra, il y aura le rebond, mais avant que ça remonte à votre niveau de prix d'achat, évidemment, vous aurez fait un coup d'épée dans l'eau et vous aurez souffert le temps que tout cela, vous auriez souffert en subissant la baisse pendant ce temps-là. Atos, donc, on a joué à se faire peur une nouvelle fois avec les résultats. On a cassé notre biseau descendant. On est revenu en mode pullback. On est en train, ici, et là, on relance la baisse. Donc, pareil, je veux dire, il y a plus rien à se mettre sous la dent, si ce n'est du zigzag entre guillemets pour trader. À ce stade-là, il va falloir attendre à nouveau qu'on ait des constructions dignes de ce nom. Boiron, je voulais vous la montrer parce que, entre guillemets, elle résiste un petit peu mieux que le reste, mais voilà, c'est pas non plus énorme. Ce qui nous intéressera plutôt, c'est le jour où elle casse les 43 euros, ça peut être intéressant. Carrefour également, ça résiste, mais ça reste encore assez neutre dans une construction. CGG, là, il faut vraiment, il n'y a pas besoin d'aller à Disneyland, hein, là vous faites le Space Mountain directement, hein. Donc énormément de volatilité de part et d'autre de la borne, mais on reste encore dans la figure. Mais pour l'instant, on n'arrive pas encore à casser par le haut. Mais ça reste une config qui, dans l'état actuel des choses, reste plutôt pas mal. Claranova, je continue à la garder ici parce que je sais que beaucoup d'entre vous la suivent, mais comme je vous dis depuis plusieurs semaines, je vois rien qui incite. Alors bien entendu, il y aura un rebond technique à un moment donné à jouer, etc. Au prorata de la baisse, oui, très certainement. Mais d'un point de vue retournement de tendance, construction intéressante, il n'y a rien. La cybercriminalité également, et donc les sociétés de cybersécurité. Ici, je vous en montre une petite, hein, qui est CS Group, donc qui a cassé par le haut, donc éventuellement il peut y avoir des pullbacks, etc. Mais on voit ce retour, hein, je vous avais dit, la guerre n'est pas que conventionnelle, elle est économique, financière, malheureusement alimentaire, énergétique et également cybercriminelle. Au niveau de EDP Renovaives, donc là c'est tout ce qui est vert, donc on voit éventuellement on va se remettre à investir et donc on va avoir besoin quelque part de remonter les taux certes, mais pas de les remonter trop fort non plus parce qu'il faut qu'on reste en taux réel négatif pour que la dette se résorbe grâce à l'inflation et que notre coût à la dette continue justement d'être supportable. Donc c'est là où les banques centrales sont également pieds et poings liés dans leur capacité de remonter les taux et de ne plus supporter les marchés. Bref, le timing était quand même super bien choisi. Égide, mais voilà, c'est triste monde. Mais Égide, il faut bien entendu toujours garder espoir. En tout cas, moi je garde toujours espoir. Les choses, quelque part, entre guillemets, ce qu'il faut se dire, c'est que maintenant, on a peut-être encore quelques semaines un petit peu difficiles, mais après quoi,
les choses, entre guillemets, ne peuvent que s'améliorer. Enfin, en tout cas, il faut l'espérer. Egide, qui est lié d'une certaine manière avec ses boîtiers à l'armement et compagnie, on voit que ça bouge plutôt pas mal, au minimum, donc beaucoup de volatilité, une bonne zone sur les 1,35 qui est support à ce stade-là. Energy Fuels, on voit, donc ça c'est lié à l'uranium, transport d'uranium, etc. Bon, et alors on voit qu'il faut quand même privilégier les sociétés américaines. Là, les États-Unis ont pas mal de ressources, donc quand on veut jouer des ressources, on a un petit peu moins de volatilité négative, on va dire, sur les valeurs américaines, ou canadiennes en l'occurrence ici. Energy Fuels, on voit, bon, ça consolide. D'un point de vue graphique, on le voit, ça crée donc une oblique résistance. Est-ce que le marché a peur de se dire, si on fait péter une centrale nucléaire, du coup, on va pas pouvoir pousser ça? Ou potentiellement oui aujourd'hui, mais à plus long terme, je dirais, même si une centrale nucléaire, je n'espère pas évidemment, devait péter en Ukraine, il n'y a pas vraiment d'alternative aujourd'hui, et je pense que les gouvernements sont prêts à s'asseoir sur l'opinion publique. Alors après, la problématique que je vois à plus moyen terme, évidemment, c'est que toutes ces crises énergétiques, alimentaires, fassent le jeu des populistes et des extrêmes, évidemment, où quand les gens ont peur, ils cherchent éventuellement à élire des extrêmes en pensant que ces extrêmes-là vont les protéger, vont les sauver de l'inflation, des crises alimentaires, énergétiques, etc., et leur redonner une souveraineté. Voilà, c'est le jeu, je ne sais pas, calculé ou pas, de Poutine, éventuellement à plus long terme, et c'est le risque pour, évidemment, la démocratie pour plus tard. Voilà, bon, j'avais dit que je voulais pas miner le moral, mais voilà, c'est important aussi de ne pas être naïf et de bien ouvrir les yeux actuellement, même si le pire n'est bien entendu jamais certain. Engie, on va pas se faire un dessin, donc on fait pas les choses à moitié. J'ai pas grand chose, c'est ça même problématique sur Engie, je sais pas, si vous voyez un truc, dites-le moi, je vois plus grand chose. Bon, ça réagira, ça rebondira en effet, mais les tendances sont cassées, ça va rester en mode trading pendant un moment. Comme après le Covid, vous le voyez, ça a été très chaotique pendant un mois. Alors bien entendu, quand on regarde le Covid avec a posteriori, on se dit bah ouais, fallait acheter là, c'était facile, etc. Mais bon, pour l'avoir vécu, moi je faisais pas le malin quand même là. Oui, on achetait, mais on était en mode trading. Évidemment, a posteriori, un an après, on se dit c'était là où il faut acheter, et puis j'aurais dû partir en vacances et fermer l'ordi. Mais quand vous êtes dedans, c'est loin d'être aussi facile que ça. Donc il faut pas croire les mecs qui vous disent que c'est facile. En général, ceux qui vous disent que c'est facile, c'est parce qu'ils ont aussi des portefeuilles qui sont pas épais. Donc évidemment, c'est plus facile quand sa taille de portefeuille par rapport à son patrimoine est très légère. On peut se permettre de prendre des paris et de dire ouais, c'est facile. Eramé, ça continue d'être résilient, même si là aussi, c'est partout pareil. Donc tout le monde va voir, tout le consensus aujourd'hui vous parle évidemment des plus hauts que vous avez sur toutes les matières premières, le nickel, le magnésium, le truc, le machin, tout. Donc à partir de là, évidemment, tout le monde conclut, il faut que j'achète des minières. Mais voilà, c'est toujours la même chose. Quand on arrive dans le consensus, là, c'est l'exponentiel pour moi, c'est la dernière jambe qui est en train de se mettre en place. La tendance de fond, elle a été anticipée par le marché, elle a été faite. Donc il faut faire attention de ne pas arriver un petit peu en mode dernier des Mohicans, et donc de ne pas se prendre une porte de saloon parce que vous pouvez avoir de la volatilité qui se met en place, parce que les hausses sont exponentielles. Et oui, les tendances haussières vont perdurer, mais il faut savoir que quand vous avez des hausses exponentielles, vous pouvez vous prendre des retracements de 10, 15, 20%, comme ce qu'on est en train de prendre aujourd'hui sur le CAC 40, et on ne peut pas admettre encore qu'on est dans une tendance baissière, qu'on retourne le marché comme une crêpe. Non, on retrace. Et parce qu'on est monté très vite, très fort, très haut, finalement, on a le retour de bâton à un moment donné qui est au prorata, mais qui ne remet pas en cause la tendance de fond. C'est vraiment la note d'espoir, entre guillemets, et d'optimisme, c'est ça là. C'est bien de prendre le recul nécessaire actuellement, malgré les événements, je serais tenté de dire, et de rester le plus objectif possible, même si c'est très dur, bien entendu, et que je fais cet exercice-là avec vous ce soir. Esker, pour moi, c'est dans le ventre mou, donc ça zigzague pour l'instant, il n'y a pas
Il y a, pour qu'un rebond se valide, on le voit, il faudrait dépasser les 220, 225 euros déjà pour commencer. Il faut accepter également que c'est pas du tac au tac, que les choses vont pas mal zigzaguer, que ça va construire et que ça peut mettre du temps à nous donner une figure qui permet d'avoir un petit peu plus de probabilité de son côté. C'est ça aussi la bourse, hein, c'est d'acheter des trucs avec des convictions, certes, mais d'acheter des trucs où vous avez quand même les probabilités qui sont un peu avec vous. Euronav est un exemple, par exemple, c'est une tendance haussière. Alors cassera pas le niveau des 10,20 € pour aller chercher plus haut. L'histoire ne le dit pas encore, mais à ce stade-là, c'est des tendances haussières. Harmony Gold, même chose, hein, donc on avait la congestion qui était mise en place ici, paf, ça part, ça casse. Jusqu'où ça peut aller, éventuellement, ça peut aller jusqu'ici. On peut tracer une oblique également, donc éventuellement, on a encore une trentaine de centimes de dollars qui peuvent pousser. Mais là aussi, il faut bien se dire que vous voyez un petit peu la force de l'ascension. Bon, il faudra s'attendre à un moment donné qu'on fasse un petit peu de conso, de la construction, sans remettre en cause la tendance de fond, mais que ça devienne un petit peu plus volatile. Et si vous regardez les news au jour le jour, vous aurez l'impression que la situation se détend. Mais ce que les constructions éventuellement sur les milliards vous diront, c'est que ça fait juste de la conso. Et donc la tendance de fond qui est en train de se créer à plus moyen, long terme, elle est toujours en train de se construire. Hermès, on revient sur le bas éventuellement d'une oblique, on verra, cassera pas, c'est ça le risque pour le CAC 40, hein, je vous ai dit, éventuellement on ne sait pas, on rentre dans une zone de support, mais cette zone de support elle est assez large et elle peut s'étendre jusqu'au 5000, 5009, 5008, 5007, on a à peu près un support tous les 100 points. Mais du coup, ce qu'il faut bien se dire, c'est que le risque là, c'est l'illusion des indices, et donc le poids également des valeurs du luxe. Alors évidemment, il y en a certains qui verront une épaule, tête, et puis une épaule, mais il faudra pour cela que le rebond se mette en place, et là, on validera peut-être cette deuxième épaule. Mais globalement aujourd'hui, voilà, on est dans du no man's land, hein, c'est de la congestion, c'est du mode trading, en attendant qu'on ait quelque chose d'un petit peu plus sérieux à se mettre sous la dent pour pouvoir jouer des rebonds un petit peu plus durables. Et le risque, évidemment, quand on regarde les valeurs du luxe, c'est que ça casse par le bas, et quand vous voyez la hausse qui s'est faite de manière exponentielle, sans vraiment grosse consolidation, c'est que derrière, évidemment, ça peut purger. Et ça peut purger sur des tailles de position sur le CAC qui sont importantes, et donc c'est là où vous pouvez avoir le CAC qui continue de purger, mais ce n'est pas les mêmes participants. Là, on a vu ces valeurs bancaires, les valeurs cycliques qui se prennent des grosses bennes. Les valeurs du luxe, quelque part, pareil, sont baissières, mais pour l'instant, on tient encore un petit peu la tangente. Si ça vient à lâcher, ouais, il peut y avoir la seconde salve qui vient derrière. Imerys, c'est cyclique également, donc on voit, c'est pas tous les matériaux, etc., qui vont bien. Pour moi, il y avait cette oblique ici, mais je vais favoriser plutôt cette oblique-là, hein, donc qui tourne aux alentours des 32 €. Mais même chose, hein, voilà, il y aura du rebond, il y aura peut-être 10, 15, 20% à prendre à un moment donné sur des valeurs, puis ça zigzaguera, et derrière, il y aura un moment où le marché va se chercher et va construire. Et ça pourra prendre du temps également. De toute façon, c'est simple, la bourse, hein, il y a des moments où il faut acheter, il y a des moments où il faut vendre, et des moments où il ne faut pas faire grand-chose. Et c'est des moments qui sont plus ou moins longs. Ipsen, on l'a vu, donc là elle a bien boosté, là aussi elle consolide, mais pour l'instant elle ne remet pas en cause sa tendance haussière, bien entendu, donc ça fait partie des valeurs qui tiennent plutôt bien. LVMH, ce que je vous ai expliqué sur Hermès, vous voyez, est déjà en train de se produire sur LVMH, donc là on lâche, hein, on s'en était parlé de ce niveau des 650 € là, que ça lâchait, ça pouvait un petit peu pousser. Il y avait ce support ici, il y avait ce gap là, on a tout passé, on a tout défoncé, hein. On ne s'est même pas arrêté pour faire une pause. Et donc on rentre un petit peu dans les mêmes problématiques, c'est-à-dire que comme on est monté super vite, on n'a pas eu le temps de trop consolider les niveaux de soutien. Alors il y en a peut-être un ici, il y en a peut-être un autre là, mais voilà, il faut éviter de jouer aux devinettes et attendre que le marché nous valide quelque chose qui nous permettra de construire des figures. Moral et Prom également, tout va bien. Alors c'était la plus grosse problématique de cette valeur-là, c'était le manque de flottant, un petit peu comme Esso, même si pour Esso c'est encore plus important le manque de flottant. Donc sur ce genre de valeur-là,
ça peut être très long à se mettre en place, mais quand ça se met en place et ça se valide, le manque de flottants, donc le manque de titres, devient un avantage puisque vous avez un surplus de volume et il n'y a plus de papier. Donc il n'y a plus de vendeurs, donc ça monte à ce moment-là crescendo. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer avec Morel et Prom, donc qui fait partie des valeurs qui vous permettent de passer une semaine un petit peu plus agréable. Navia, ça reste une valeur spéculative, bien entendu, mais ça bouge, il y a du volume, on arrive à la fin d'une figure. Alors, il y a encore du boulot à faire, bien entendu, hein, vous voyez, il faut dépasser cette zone des 1,90 € pour éventuellement commencer à parler de retournement, mais ça se regarde. Hein. Il n'y a pas grand-chose qui se regarde à ce moment, donc autant regarder ça. Neoen, vous voyez, donc grosse réaction tout de suite, indépendance énergétique, donc on va continuer d'investir à fond dans les matières, dans l'énergie renouvelable, ce que vous voulez, mais d'un point de vue graphique, on est revenu sur l'ancien oblique support qui devient résistance, et on a un reflux. Donc là, ce qui va nous intéresser sur les valeurs vertes, pour faire la différence entre, oui, on est en train de construire un retournement aussi sur les valeurs vertes, et c'était juste un tout feu tout flamme en mode indépendance énergétique, et puis après, ah ouais, mais bon, c'est quand même pas pour tout de suite, et il va falloir sortir les rames quand même. C'est là que ça va se jouer. C'est-à-dire, si on recasse ici par le bas, tout feu tout flamme, pas grand-chose de plus. Par contre, si on continue de réagir là, hein, cette zone, 31 €, 30 € et de tenir, on peut avoir une congestion qui se regarde. Évidemment, ce n'est que quand on va la casser par le haut, que l'on va valider réellement ce retournement sur ces valeurs vertes, parce qu'il n'y a pas que Neoen, hein, je vous ai montré plutôt EDP, vous avez Alphen, etc. Bon, tout, vous les connaissez. Voilà, donc ça se regarde également en termes de secteur. Nutrien, ça, c'est les engrais. J'avais fait une vidéo, je sais pas, il y a 2 mois ou il y a 3 mois, peu importe. Donc la tendance de fond, vous voyez, est déjà bien en place. Ce qui se passe ici, c'est l'exponentiel. Donc évidemment que c'est haussier, mais il ne faut pas omettre que selon les détentes, les trucs, les X ou Y, ça peut rester très volatile. Mais pour autant, ça aussi, c'est un point à ne pas négliger d'un point de vue, voilà, sanctions, mesures de rétorsion également. Il ne faut pas penser qu'il n'y a que les Européens qui sont capables de sanctionner. Donc ça peut également, ça aussi, créer des déséquilibres et de l'incertitude. Au niveau de Ontex, c'est toujours une tendance baissière, mais ça commence à discuter OPR et compagnie, donc ça fait partie de la spéculation sur ce titre-là. Graphiquement parlant, on voit qu'on est revenu chercher l'oblique qui reste résistance, donc il faudra la casser pour repartir. Orange, pour moi, ça reste défensif, même si évidemment on subit une consolidation à ce stade, mais c'est quelque part aussi un retracement au prorata qui est sain, qui ne remet pas en cause la tendance. On revient sur une première zone de support aux alentours de ces 10-30. On peut toujours jouer à se faire peur, mais pour moi, on restera dans une tendance qui est en retournement à la hausse, avec un bon rendement. Bref, ça fait partie des valeurs défensives. Donc là, c'est déjà un premier niveau qui est intéressant. Si jamais, il faut toujours se garder quelques cartouches actuellement pour la capitulation ou pour le marché qui prend une peur et essayer éventuellement voilà, de choper des valeurs comme ça qu'on peut considérer dans un bas de laine comme défensive sur des niveaux intéressants. Paro, donc, pour l'aspect drone militaire, on voit que ça a pas mal bougé, ça reconsolide. Alors, il faut faire attention au volume, hein, ils ne sont pas non plus très épais, mais éventuellement, sur la conso ici, ça peut redécaler. Peabody Energy, c'est une valeur que j'avais tenté d'acheter ici, puis, je sais pas, j'ai un petit peu... j'ai pas été dans mon assiette, on va dire. Cette fin d'année 2021, début d'année 2022, j'ai un petit peu tout loupé. Et voilà, et c'est ça aussi qui est important, hein, c'est que quand on passe énormément de temps à faire de la macro, à faire des hypothèses de travail, etc., qui au final se révèlent plutôt pas mal quand même, on oublie parfois de passer les ordres. Donc voilà un petit peu pour l'idée, pour Peabody, donc ça c'est du gaz, hein. Donc évidemment avec les niveaux de prix, ce qui va être très intéressant, il ne faut pas omettre que l'inflation est sa propre solution, c'est-à-dire que la hausse des prix du pétrole vont trouver leur propre solution, parce que n'oublions pas que ce qui a créé la crise pétrolière à partir de 2014, c'était le pétrole et le gaz de schiste, hein. Pourquoi? Parce qu'on était arrivé à des niveaux tellement élevés de prix que
ces pétroles et gaz de schiste étaient rentables. Là, on revient sur des niveaux importants, donc ça repermet à tout cela de devenir rentable, et donc ça va être, alors il y a le dossier iranien, etc., qui vient par-dessus, donc à un moment donné ou à un autre, il faut penser également que le conflit va se calmer, que les prix sont tellement élevés qu'on va se retrouver avec évidemment un surplus de production, à ne pas omettre, et donc quelque part, vous voyez bien que la hausse du prix des matières premières se fait en décalage parce que il y a un déficit d'offres par rapport à la demande, et puis ensuite, c'est le contraire, c'est qu'on va se retrouver dans éventuellement une crainte de récession, donc dans un déficit de demande par rapport à l'offre qui, elle, augmente au fur et à mesure où les prix augmentent, parce qu'il y a de plus en plus d'investisseurs qui investissent parce que ça devient rentable. Donc voilà un petit peu l'idée. C'est la même chose pour le cuivre, hein. L'idée du cuivre, c'est de se dire on a une grosse pénurie du cuivre, les mines qu'on a actuellement sont vieillissantes, on peut toujours creuser plus profond pour aller chercher un petit peu plus de cuivre, il y a encore certainement des ressources bien entendu, mais ça coûte cher, bien entendu. Mais si votre cours de cuivre continue de monter, eh ben, il y a certaines mines qui n'étaient pas rentables qui le deviennent, certains puits où on sait qu'on pourrait forer et en trouver où on va investir. Donc voilà, c'est bien comprendre un petit peu les flux, comment ça fonctionne, et les cycles. Mais bien comprendre que vous avez un laps de temps, évidemment, on n'ouvre pas une mine du jour au lendemain, et donc pendant ce temps-là, la variable d'ajustement, c'est le prix. Et ça, je pense que ça fait 2 ans ou 3 ans qu'on fait des articles et des vidéos là-dessus. Voilà, c'est l'idée. Ici, on a breaké. Là aussi, à un moment donné ou à un autre, il faut bien se dire que vous allez subir une conso et vous allez vous prendre moins 10, moins 15% dans la figure. Ça ne remet pas en cause la tendance haussière, mais voilà, il faut s'attendre aussi dans ces tendances haussières exponentielles à se choper du prorata. Ruby, pour moi, c'est pas bon, bien entendu, et donc je remettrai sur le papier les 23 €. Sanofi revient sur une zone de support, on voit quand même que c'est à peu près défensif, ça baisse, mais vous ne prenez pas une tarte non plus, donc la santé quand même à cet aspect défensif. Sartorius, c'est toujours pas bon, donc pour moi c'est pareil sur ces valeurs de croissance, je pense qu'il faudra les rejouer à un moment donné. Je pense que le marché, quand il a peur de la baisse de la croissance, il reva sur les valeurs de croissance rentables, mais qui ont une croissance supérieure à ce que l'économie est anticipée. Donc il ne faut pas oublier ces valeurs de croissance, les juger comme pestiférées. Il faut les observer parce qu'actuellement elles ne sont pas à l'abri, voilà, de faire de la capitulation, etc. Mais elles ouvriront des portes d'entrée pour éventuellement des soutiens. Société Générale, je ne vous fais pas un dessin, il y avait un premier support ici, on a fait un petit rebond dessus, on le défonce aujourd'hui. Il y a le support ici des 20,60 qu'on n'est pas loin d'aller chercher. Et là, c'est la même chose, hein. C'est de se dire, oui, ça peut être intéressant d'acheter Société Générale, je le fais également, mais on voit les volumes, hein. Mais à un moment donné ou à un autre, il y aura une capitulation. Mais on ne sait pas jusqu'où ça peut aller. Potentiellement, je n'en sais rien. Mais on peut très bien imaginer qu'on peut revenir sur les 18 €. Mais on ne sait pas si on va le faire en mode un coup, mode je capitule, oh mon Dieu, c'est la fin du monde, et là, on achète. Ou si on va encore faire un rebond, tenter autre chose, et puis y aller que dans un second temps. Ça fait partie des impondérables et des probabilités qui ne sont pas vraiment dans vos mains quand on décide d'acheter un couteau qui tombe, mais dans une vue, on va dire, dans une vue au minimum long terme, dans le sens où de dire, j'ai quand même beaucoup de cash, et donc je commence à rentrer cette position-là, mais j'ai pas envie de faire du zigzag. Sinon, la majorité d'entre vous, on attend d'avoir une construction, on attend d'avoir une figure, on attend d'avoir une cassure de résistance, et là on rentre et on tente de jouer le rebond. Sinon, on peut faire ça à beaucoup plus intraday avec des grosses positions, c'est ce que je tente de faire, mais voilà, il faut bien dire ce qui est, tout ça est très fatigant, et ce n'est pas la majorité d'entre vous qui devez faire ça, et c'est juste, voilà, quand on est devant l'écran, éventuellement, on peut essayer de choper, d'optimiser des prix de revient, etc., mais clairement, on est en dehors de la stratégie, hein. C'est clair et net. Donc voilà pour Société Générale, ça fait partie des candidats à un moment donné ou à un autre où le moindre soulagement
on va avoir une réaction, et cette réaction, au prorata, ça peut être du plus 10, plus 15%, évidemment. Mais la problématique, c'est qu'à vouloir se jouer un rebond à plus 10 ou plus 15%, très souvent, on rentre trop tôt et on se fait défoncer. Et le rebond, finalement, nous sert à peine à sortir le cul propre. Donc, n'omettez pas ça et faites attention à vos tailles de position et gardez du cash en réserve tant que c'est pas clair, hein. Solution 30, là, on avait eu une belle cassure par le haut. On réintègre. Donc ça, c'est moyen aussi. Bon, on a les 6,90 € qui sont en mode dernier rempart. J'ai fait une accumulation aujourd'hui pour jouer la tenue, mais à ce stade-là, voilà, si on lâche, il faut aussi accepter à un moment donné de sauvegarder son cash pour mieux revenir plus tard. Stellantis, c'est la même chose. À 18-19 €, tout le monde a expliqué que même après la hausse, c'était pas cher. Très bien. Donc là, du coup, à 14 €, ici, sur ce support-là, c'était pas cher non plus. On l'explose. Donc du coup, on est en train d'arriver sur un autre support aux alentours des 13,80 €. C'est encore moins cher. Mais on ne sait pas. Vous êtes dans un moment de panique du marché. Je ne dis pas qu'on va retracer toute la hausse de 2021. Je n'en sais absolument rien. Mais à un moment donné, pour moi, ce que l'on voit sur beaucoup de valeurs, pas seulement de croissance, hein, également donc des cycliques comme l'automobile, c'est qu'on est en train de revenir sur les sommets que l'on avait atteints avant le Covid. Et pour moi, il ne faut pas être au centime près, il ne faut pas être pressé, mais il faut bien se dire que cette zone-là peut être transpercée, mais c'est une zone où il faut s'attendre quand même à de la réaction. Mais il ne faut pas tirer avec toutes vos forces, parce que ça peut beaucoup gesticuler. Donc il ne faut pas omettre dans ces moments-là que c'est pas cher, mais que ça peut devenir moins cher, et que le prix peut être très attractif, certes, mais que c'est peut-être pas le moment de vous mettre all-in, parce que les probabilités, alors vous pouvez éteindre le PC et dans 3 ans me dire bah ouais c'était ce qu'il fallait faire, mais on n'est pas dans Madame Irma ici, donc on ne sait pas jusqu'où on peut aller, et ce qu'on essaye c'est d'optimiser au maximum nos entrées. Technicolor également, on s'était remis dans une volonté éventuellement de breaker, puis le conflit revient, on n'y arrive pas. Donc ça se garde sous le doigt, évidemment, ça se regarde. Technip Energies impliqué en Russie, mais voilà, les résultats ont été bons, ont été rassurants. Mais ce qu'il faut bien se dire, c'est que la tendance quand même reste baissière. Donc après, c'est encore très tôt, mais on voit bien que dans ces zigzags de cette volatilité qui est vraiment positive pour le trader, l'investisseur, lui, s'il ne veut pas anticiper, il a tout intérêt d'attendre que la volatilité se tasse en fait, et que ça nous permette de construire des congestions. Et que ces congestions ensuite soient capables de sortir par le haut, et là on peut commencer à jouer des rebonds un petit peu plus durables, et pas à rester rivé sur le PC, parce que on prend une pause pipi, on revient de la pause pipi, et on s'est pris tout de suite une branlée. Thales, donc c'est la même chose pour moi que pour les matières premières et les minières, donc oui, l'armement, etc., bien entendu, mais il ne faut pas omettre que donc une grosse partie des flux sont venus en mode spéculatif, peur, etc. sur l'armement, donc à la moindre détente, sans pour autant inverser la tendance de fond, c'est des choses sur lesquelles vous pouvez vous prendre la volatilité. Je parle pour tous les mecs qui sont rentrés un tard, hein, bien entendu, ça peut continuer de monter, mais si vous êtes sur des prix de revient à 104, 105 €, et que vous avez des tailles de position importantes, voilà, en mode défensif, etc., bon, il faut aussi accepter que ça peut consolider, et que ça peut consolider fort, et que là, en règle générale, tous les gens vous diront ah bah, c'est n'importe quoi, la guerre n'est pas finie, il y a toujours des conflits, il y a toujours l'armement, etc., et ça baisse. Et il faut comprendre un petit peu la psychologie des foules et les mouvements de volatilité que vous pouvez avoir au quotidien, qui ne remettent pas en cause les cycles de fond, hein. C'est ça où il va falloir faire très attention. Total Energy également, donc évidemment les pétrolières qui étaient très positives, les prix du pétrole sont au plus haut, et là elles baissent pour leur impact en Russie, pour le fait qu'on est en train de bloquer les business futurs, donc c'est du cash flow tout ça, donc le marché doit apprécier. Donc c'est ce que je vous disais en début de vidéo, il y a ce que le marché price avec le conflit,
Et il y a ce que le marché price également avec la baisse de la croissance, l'impact pour certaines sociétés sur leurs marges, l'impact également de ne plus être capable de faire du business comme ils voulaient, comme ils l'entendaient avec tous leurs partenaires. Tout ça, ça se chiffre. Et comme on est dans l'incertitude, pour l'instant, on chiffre au râteau. Et quand ça se calmera, on verra beaucoup plus les constructions se faire parce que petit à petit, on affinera les impacts. Donc, Total Energy, ça reste une tendance haussière de fond, mais il ne faut pas omettre que vous avez beaucoup de volatilité. Il y a un support ici qui est réactif au niveau des 44 €, mais il ne faut pas omettre qu'il peut lâcher et que éventuellement Total Energy, on ne sait pas, peut revenir aussi sur les 41,50 €. Donc, il faut avoir différents niveaux. Si vous décidez de rentrer par anticipation en mode long terme, c'est de rentrer avec plusieurs cartouches. Et pas en se disant ce niveau-là va tenir, on se met en porte-à-faux. Donc voilà un petit peu pour l'idée. Unibail Rodamco, bon, le pass vaccinal et tout ça, en gros le Covid est terminé. Bon, c'est au moins un truc de fini, mais on voit évidemment que ça ne suffit pas, puisque qui dit inflation de matières premières dit moins de pouvoir d'achat, donc moins de personnes qui vont éventuellement au centre commercial. Donc Unibail un petit peu accuse le coup. Néanmoins, on revient sur une ancienne oblique résistance qui est support. Donc il faut pas, voilà, pour moi on a cassé un petit peu la dynamique, mais voilà, il y a encore des soutiens, donc ça se regarde, ça s'observe, de voir comment sont les réactions. Union financière, on en avait parlé la semaine dernière avec le break, on voit qu'elle est résiliente là aussi et qu'on peut considérer qu'on revient sur le niveau de cassure. Donc tant qu'on tient ça, on va rester positif. Valeo, c'est pareil, couteau qui tombe, éventuellement on revient sur cette oblique ici. Il y a les 14,80 €, mais voilà, je ne sais pas, si ça continue de baisser, les 13,30 €, voilà, il faut accepter de dire je ne sais pas, plutôt que de se marteler en tête que ce support-là va tenir. C'est très dangereux d'être dans cette idée-là. Et à un moment donné, même chose, hein, je veux dire, à un moment donné ou à un autre, le marché va se soulager, il va décider de faire un rebond, et paf, vous allez vous prendre 10-15%. Mais quand on ne sait pas. Est-ce que c'est le plus bas? Je veux dire, 18 €, c'était pas mal aussi comme niveau. On a explosé. Donc voilà, il faut faire un petit peu attention à tous ces éléments-là. Valourec, très bien. On voit, il y a des valeurs qui sont beaucoup moins impactées, qui résistent, qui tiennent, qui vous permettent un petit peu de dormir. Alors il ne faut pas omettre là aussi qu'on peut consolider, mais en gros, vous avez des tendances moyen terme avec des repères. C'est là tout l'avantage de trader avec des repères, avec des supports qui vous permettent un petit peu de rester clair dans votre tête, plutôt que des valeurs qui se prennent moins 10% tous les jours, et on ne sait pas où est le fond. Donc il faut patienter. Worldline, on avait tenté un débordement, il n'en est rien, mais ça nous permet éventuellement de construire la suite. On casse cette oblique ici, on lâche, donc éventuellement on va revenir chercher, je pense, la zone des 37-38 €. Ça sera une zone où il faudra voir si on arrive à faire une mèche. Et là, quelques traders seront intéressés, bien entendu, mais pour les investisseurs, il va y avoir encore beaucoup de boulot. Hein. C'est ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est un marché pour traders. Avant que ça redevienne un marché pour investisseurs, je veux dire, de suivi de tendance. Hein. Il y a des investisseurs qui décident d'acheter des prix, de fermer le PC et de revenir dans 3 ans. Mais quand je parle d'un point de vue graphique, d'acheter des probabilités de cassure par le haut d'une éventuelle construction, ben ça, il va falloir laisser le temps. Voilà, tout ce que je pouvais dire. J'ai essayé d'être le plus complet possible, puisque à chaque fois, dans les commentaires, je vois, il y a beaucoup d'émotions, etc. C'est normal par les temps qui courent, mais je trouve ça très dommage. Très dommage de ne pas être dans la discussion, mais tout de suite, je trouve sur la dernière vidéo dans la haine, tout ça, parce que voilà, il faut comprendre les choses dans leur ensemble, et il faut comprendre que sur certaines vidéos, on va appuyer sur un sujet. Donc là, j'ai essayé d'être le plus complet possible pour appuyer sur tous les sujets qui sont importants, faire en sorte que cette vidéo-là, c'est une vidéo qui vous permet d'avoir une vue d'ensemble. Et dès la semaine prochaine, j'ose espérer que tout cela se calmera pour les civils, pour l'humanité, déjà, en premier lieu, et ensuite, pour que je fasse des vidéos peut-être un petit peu plus courtes. Je vous souhaite néanmoins
un excellent week-end. Voilà, n'oubliez pas que rien n'est jamais acquis et que je pense donc qu'il faut traiter les Ukrainiens, les réfugiés ukrainiens, comme on aimerait être traités si on était dans leur situation. Je vous souhaite un excellent week-end et on se retrouve lundi pour savoir si on se sera détendu pendant le week-end ou au contraire si on aura encore mis de l'huile sur le feu. Salut les graphes.